Salut à tous les amis, bienvenue sur Creative Wargames, c'est Tourop et aujourd'hui je vous propose qu'on s'attarde sur les nouvelles tendances de la méta de Warhammer 40 000. Le jeu vient de subir des changements importants et surtout massifs. Une nouvelle saison de jeu avec un nouveau système de primaire, de secondaire et un tournament compagnon qui vient changer aussi toutes ces métriques-là. À ça s'ajoute la nouvelle data balance, les réajustements de coûts en points, des changements de règles d'armée. Et en plus de ça, vous y additionnez le rajout d'une série de codex assez importants qui commencent à arriver de manière très soutenue avec, sur les dernières semaines, le World Eater, le Thousand Sons, le Death Guard, le Chaos Knight et très probablement bientôt l'Imperial Knight. Bref, beaucoup de changements. Ça chamboule tout dans le processus metagame du jeu, c'est normal, mais le changement est très dense et d'un seul coup, c'est difficile, je sais, pour le wargamer qui a le plaisir de faire une voire deux parties par semaine, c'est dur à suivre depuis votre œil, on va dire, associatif ou depuis votre microcosme de jeu. C'est pour ça que, tel le héros du peuple, Tourop arrive pour vous partager un maximum d'informations sur ces nouvelles tendance. On va parler pour ça de l'ancien win rate et on va se projeter avec les buffs, les debuffs des différentes armées qu'on vient d'avoir sur les parutions de la semaine dernière. On est donc dans un tout nouveau podcast sur la chaîne. Je vous invite à liker, à partager et à commenter la vidéo, celle-ci et toutes les autres d'avant parce que ça fait plaisir. Je vous invite à me rejoindre sur le Discord de la chaîne qui est génial. On est plus de 3000 wargamers dessus. On parle de jeux, on parle de listes, on parle de méta. Il y a des partages de photos peinture, il y a une partie achat, vente, échange, Warhammer 40 000, il y a des endroits pour jouer à TTS, bref, voilà, rejoignez notre Discord, et puis je ne peux que vous inviter aussi à me rejoindre sur Instagram, les petits potes. Si vous voulez profiter de notre contenu Prime, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Tipeee. Si vous achetez vos figurines, faites-le sur MyHobbyPlace, vous avez moins 20% sur vos achats, et après vous allez sur notre Discord, vous postez le numéro de commande dans le salon affilié, et bim badaboum, vous recevez en MP la playlist, l'accès playlist pendant un mois, et ça fait plaisir. Sont accessibles actuellement sur la playlist de juin deux nouvelles vidéos. La première, micro-stratégie, 3 façons de contrer le fight first, et la deuxième c'est une session coaching de 2 heures qu'on a eu le plaisir de réaliser pour notre communauté avec 3 autres compétiteurs en plus de moi-même, à savoir Lucas, Cartman et Nympha. On a proposé une session coaching gratuite pour notre communauté. Il y avait quasiment 60 participants, 60 élèves qui étaient là sur un échange de 2 heures autour des mécaniques de jeu et de plein de choses. Voilà, ce coaching là il a été enregistré, il est diffusé sur la playlist Prime, vous pouvez aller en profiter dès maintenant si vous êtes un affilié de la chaîne. Allez, sans transition, on part sur les nouvelles tendances de la méta. C'est important pour ce faire de faire un arrêt sur image des dernières tendances méta qu'on a pu cibler. Du coup, vous allez voir apparaître le tableau qui est l'équivoque du tableau win rate que je vous ai partagé sur le podcast de la semaine dernière, avec en tête de gondole avec le win rate élevé, donc moi ce que j'appelle les prédateurs de la méta, les Eldar qui étaient essentiellement des Inari, la Death Guard format Codex, les Zika format index, les Necrons format codex et le démon format index, mais finalement vous avez bien compris que vous avez autant de ressources qu'un codex avec ce nouveau démon. Ensuite vous aviez en taux de victoire haut, donc on est sur des win rates qui dépassent les 50%. On avait l'Emperor Children, le Thousand Sons format index, le Drukhari, la Deathwatch et le Cult Genestealer. Ensuite, vous retrouviez dans le ventre mou de la méta GK, Custo, RK, Space Wolf, Sista, World Eater, Votan, Astra, Chaos. Et après, taux de victoire bas, donc là on était en dessous de 47%. Vous aviez le Tyrannide, le BA, le Space Marines, l'Orc, et on va dire vraiment en dessous. On aurait pu faire une 5e ligne avec l'Admech, le Tau, le Dark Angel et le Black Templar. Ok, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces tendances de méta? Il faut s'arrêter en fait sur les prédateurs du jeu pour comprendre. Le codex Inari, il apportait beaucoup de mobilité, il apportait beaucoup de flexibilité et surtout un jeu qui n'était pas anticipable pour votre adversaire. Donc en gros, vous aviez la possibilité de tout faire avec le jeu Inari. Ça, c'était une vraie force. Et c'était combiné à des unités qui sont capables de détruire ce qu'elles engagent.
donc ça fonctionnait très bien. À ça, il faut rajouter un élément très important sur la tendance Inari, c'est que les Inari, c'était des petites unités, ce sont des socles de 28 mm, c'est de l'infanterie, ça a un impact énorme d'un point de vue méta, c'est-à-dire que ce sont des figurines qui sont très véloces, qui bougent très bien à travers les tables, qui ne sont pas mis en difficulté et qui ne sont pas mis en contrainte par l'adversaire, donc et par les décors. Donc ça, c'est à prendre en compte sur l'intérêt de ces unités-là. Ensuite, la deuxième grosse tendance nous venait de la Death Guard. Pourquoi? Parce que la Death Guard, bah, globalement, elle a un problème de coût en points. Le codex est très bon, comme beaucoup d'autres codex. C'est pas le sujet de la vidéo, c'est pas de dire que un tel truc ou un tel truc est pété. La Death Guard est très forte. Il y a un problème de coût en points qui n'a pas été fixé à la data slate, c'est dommage. Maintenant, les unités Death Guard ne coûtent pas le coût en points qu'elles valent. Et du coup, ça fait que ce codex joue trop d'unités par rapport à la létalité qu'il apporte. Et propose notamment les drones qui pour à peine 100 points sont capables, et je vais vous faire le drone Death Guard, c'est un genre d'exocrine tyrannide pour 35 points de moins, sauf qu'il a le mot-clé vol qui bouge de 10 et qu'il est sur un petit socle. Voilà, donc en fait ça fait toute la différence. Et c'est quasiment la même chose en termes de dégâts. Voilà, c'est à pas grand chose près, hein, mais c'est pour vous faire le comparatif, quoi. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée, l'exocrine en tyrannide, bah, elle vaut 135 points et elle a très peu de buffs profitables. Le drone en Death Guard, bah, il vaut 100 points et puis il va profiter de tout ce que propose Laura, notamment un potentiel -1 en endurance et un -1 à la sauvegarde en face. Donc bon, voilà. Et c'est un petit peu près ça pour tout le codex. Donc vous avez notamment des constructions listes assez différentes. Ça part sur du Terminator Death Shroud, donc souvent on en trouve 2x3, voire 3x3, avec comme mécanique simple de pouvoir frapper en profondeur à 6 pouces d'adversaire et charger, donc s'assurer d'arriver au corps à corps, ce qui n'était pas toujours le cas avant avec ces Death Shroud, et amener une forte létalité, votre aura de contagion, etc. Et vous avez aussi des builds avec plus de Plague Marines, où on a encore une fois une unité de Plague Marines qui est capable d'à peu près détruire n'importe quoi dans le jeu, donc c'est très très fort. Voilà, donc c'est de l'unité d'infanterie qui vient combler sa lenteur native et qui aurait dû être intrinsèque au codex par maintenant une nouvelle faible plus charge assistée des Shroud, par du véhicule. Le Plague Marines fonctionne très bien en Rhino. Ça, il faut le noter, la tendance Rhino de la méta, il faut vraiment la noter, elle est importante à prendre en compte pour votre jeu. Les unités d'infanterie, notamment les unités d'infanterie du Chaos, que ce soit dans la Death Guard, que ce soit dans les Thousand Sons, que ce soit en Emperor Children, ils sont véhiculés en Rhino et c'est une vraie force et c'est une vraie tendance du jeu. Voilà, ensuite, l'IK, la tendance IK, c'est vous apporter un gros stat check, c'est-à-dire vous avez des profils qui sont tous les mêmes, mais surtout vous avez des profils à 12 PV, endu 10, save à 3, invu à 5, qui étaient accompagnés de Canis Rex, avec la possibilité de passer une invulnérable à 4 sur Canis Rex, potentiellement avec un stratagème. Et surtout, le spam d'objectifs, de grosses valeurs dossées d'objectifs contrôle. C'est-à-dire que un petit IK, c'est 8 points dossés que vous pouvez mettre sur un objectif. Et c'est finalement difficile à contester sans pouvoir détruire l'IK en question. Ce qui veut dire que l'IK, finalement, si vous n'avez pas la capacité, en engageant vos ressources, de casser un petit IK, donc d'enlever 12 PV en du 10, save à 3, un vu à 5 au tir, malheureusement, vous risquez de galérer et d'être toujours pris de court face aux valeurs d'objectif contrôle de votre adversaire. À ça, on rajoute que le codex propose aussi une sérieuse létalité, que ce soit au tir avec les Elverines ou au CAC, avec notamment Canis Rex et les Warglaive. Le Necron, tendance du jeu intéressante aussi, qui est clairement basée sur le tanking. Le roi silencieux est dans quasiment toutes les constructions de liste. Êtes-vous capable de gérer le roi silencieux? Oui, non, si vous ne l'êtes pas, c'est compliqué. Voilà, clairement, il faut le dire. Hein. Si vous n'êtes pas capable de gérer le roi silencieux, vous avez un adversaire qui va pouvoir faire à peu près ce qu'il veut avec une figurine qui représente 8 d'objectifs contrôle, hein, 6 pour le roi et 2 pour ses menhirs, enfin 1 pour chaque menhir, et qui envoie des gros tirs, qui tape fort, etc. Et surtout qui est accompagné souvent de spectres et de plein d'autres unités, de guerriers, nécrons, etc. etc.
avec des grosses valeurs d'objectif contrôle. Voilà. La tendance Necron, c'est un jeu qui est défensif. Hein. Le Necron n'a pas vocation à dépasser son milieu de table. Mais la question, c'est est-ce que si vous rentrez dans le milieu de table du Necron, vous êtes capable véritablement d'annuler la capacité du Necron à scorer. Voilà. Et enfin, la dernière tendance de jeu forte, c'est celle des démons. Les démons, ils brillent par leur résistance, puisqu'on a beaucoup de gros profils, un petit peu comme Lika, même s'il y a moins de châssis, finalement, le démon propose quand même des constructions de liste où on va aligner 4, 5 gros personnages, donc avec beaucoup de PV, grosse endurance, invulnérable à 4. Donc on se retrouve toujours avec cette notion de stat check, c'est-à-dire est-ce que vous êtes capable d'enlever ce type de profil-là avec la létalité qu'apporte votre armée, oui ou non. Si c'est pas le cas, c'est compliqué. Et en plus de ça, le démon a un fort potentiel d'agression avec son système d'ombre dans le chaos, pardon, qui va lui permettre de faire un petit peu comme le Death Guard, la FEP et charge à 6, et ça c'est globalement problématique. Voilà, ça ce sont les grandes tendances de prédation du jeu, avant tous les changements. On reste quand même très vigilant, enfin à ce moment-là il fallait être vigilant sur les Emperor Children qui brillaient par leur capacité de vélocité et d'agression, et les Thousand Sons qui étaient capables de débiter toujours autant de blessures mortelles. Voilà, c'était des gameplays un peu distincts, mais voilà. Donc maintenant qu'on s'arrête là-dessus, on va passer du coup à qu'est-ce qui a changé sur les prochaines semaines de méta. Alors pour ça, on va s'arrêter sur le tableau que je vous propose. Ça va être qui a été buff, qui a été débuff, est-ce qu'il y a des choses significatives. Alors déjà, les armées qui sont stables, bon, je vous en parle pas plus, mais c'est-à-dire que le Necron, la Death Guard, le TS, l'Ika, typiquement, le démon, la Death Watch, ils étaient en haut de tableau et ils n'ont pas subi de modification. Donc déjà, on peut s'attendre que les tendances fortes que proposaient ces codex-là le soient toujours. Qu'on s'entende là-dessus. Donc c'est-à-dire que le gameplay défensif du Necron sera toujours fort. La Death Guard, elle est renforcée par le fait que potentiellement elle avait des ennemis qui ont été débuffs. Et il faut voir si ces ennemis qui sont buffs sont capables de l'arrêter. Et c'est la même chose pour le Thousand Sons, c'est la même chose pour l'Ika. Voilà. Pour le reste des codex, du coup, pas trop de changements. Le Space Wolf, elle est difficile de se projeter parce que le codex vient juste de sortir. Donc je ne peux pas vous en dire plus, je l'ai laissé dans les factions stables. Ensuite, les factions qui ont été nerfs. Donc là, on a 2 nerfs importants pour les tendances du jeu, à savoir l'Emperor Children, qui du coup va mettre moins en exergue le style de gameplay ultra agressif qu'il proposait, parce que vous aurez moins d'unités sur la table, mais je pense qu'il va quand même rester bon. Et vous avez là pour le coup le nerf très significatif des Inari, qui complètement tue le détachement Inari et malheureusement par ruissellement risque de nuire au codex Eldar dans son ensemble. Il faudra voir si les joueurs Eldar sont capables de se relever de cette hausse de coups en point sur un bon nombre d'unités, alors que finalement sorti de l'Inari, le codex avait un win rate qui était pas non plus exagéré. Voilà, il n'était pas plus violent que le win rate d'un Necron ou d'un Nika. Et pourtant, ils ont subi des baisses de coups en point. Donc ces deux tendances-là, elles sont importantes. C'est-à-dire que c'était l'Emperor Children, une armée qui était très véloce, et l'Inari, une armée qui était très flexible. Ces deux armées-là tombent. Et ça fait le plaisir des Ika qui n'aimaient pas trop l'Inari. Je pense que les Ika, c'était pas un match qui était simple pour l'Inari. Et après, surtout l'Emperor Children. L'Emperor Children pouvait mettre en difficulté beaucoup de monde, notamment les Necrons. Le Necron n'aimait pas trop l'Emperor Children parce qu'il avait une vraie capacité d'agression trop rapide. Et le Necron n'aime pas ça. Donc c'est un vrai bonus pour le Necron que l'Emperor Children sorte de la méta, enfin il soit debuff. Et après, toutes les armées qui n'aimaient pas se faire agresser trop rapidement, donc des armées plutôt à composante défensive, je pense notamment au Custodes, à la Death Watch, au GK, etc. Donc ils vont globalement profiter de la baisse de l'Emperor Children. Les factions qui sont buff, pour moi il y a deux façons de les voir. Il y a les buffs significatifs et les factions buff. Alors, petit aparté sur le Tyrannide, je l'ai mis dans faction buff. Est-ce que le nouveau détachement va permettre un buff significatif? C'est un peu tôt pour le dire, mais je pense que oui. Mais c'est que mon point de vue là. C'est vraiment pas le plus objectif en termes d'analyse, mais je pense que oui, le Tyrannide vient de vivre un buff significatif.
il faut attendre un petit peu pour voir voilà, si ce détachement-là va permettre vraiment de remonter le Tyrannide de 2 points, hein, parce que le Tyrannide était bas en termes de taux de victoire. Donc qu'est-ce qui va être capable de passer de bas à haut sans passer par la case équilibrée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment l'impression que ce détachement est très prometteur. Les Dark Angel, bon, les Dark Angel, je fais une petite aparté dessus. Ils ont été buff parce que le lion a été buff parce qu'ils ont un nouveau détachement. Maintenant, pour avoir testé le nouveau détachement, je vous la fais en 1000. La Gladius est plus forte. Et pour moi, le Dark Angel n'est pas, ne remontera pas spécifiquement fort dans la méta. Pour la simple et bonne raison que, à part le lion, finalement, on n'a que le détachement, et le détachement, c'est le meilleur. Je pense que c'est le meilleur des détachements d'Archangel. Il est vraiment sympa, mais il reste en dessous de la Gladius, il reste en dessous de la Stormlance, et je trouve qu'il n'offre pas une véritable plus-value à ce que peut proposer les datasheets d'Archangel. Donc à la sortie, ça m'a hypé, hein, comme toute sortie, évidemment, je suis super content de découvrir les nouveautés, et une fois sur la table, on se rend compte que finalement, moi je préfère jouer la Gladius. Et la Gladius, bon, je suis au regret de vous dire qu'il vaut mieux pour l'instant la jouer soit en Space Wolf, soit en Blue en Ultramarines, donc voilà. Ensuite, l'Admech a été buff, mais pour moi, c'est pas suffisant. Ils ont buff les robots et baissé quelques coups en points, mais bon, en fait, les robots Admech viennent de vivre un buff qui, normalement, aurait dû être une règle dont ils auraient dû bénéficier depuis 1 an et demi, depuis la sortie du codex. Donc, si ça avait été le cas, probablement qu'ils auraient été buff via d'autres métriques à l'instant T. Je pense que le buff des robots, ça changera rien pour l'Admech, honnêtement. Et les baisses de coups en points, voilà, l'Admech restera à mon avis dans un encart équilibré à bas en termes de win rate. Pour les Black Templars, baisse de coups en points des unités, c'est très appréciable. Il faut voir ce que ça permet aux joueurs Black Templars de rajouter dans leur armée. Et pour les joueurs Tau, c'est pareil. Moi, j'ai peu d'expérience sur le Tau. Ils ont profité d'un vrai up sur leur règle d'armée. Est-ce que ça va être suffisant pour leur redonner vie? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il y a 2 voire 3 factions qui vivent un buff significatif. Commence par les sœurs de bataille parce que je n'ai fait que glaner quelques informations à droite et à gauche, notamment sur les chaînes YouTube anglaises que je vous conseille si vous voulez suivre la méta. Bon, moi j'ai pas de connaissances sur la Sista. Les joueurs Sista ont quand même l'air enchantés des bonus dont ils ont bénéficié. Donc il se peut que ça soit un buff significatif pour la Sista et que ça lui permette de remonter dans le classement, sachant qu'elle n'avait pas un taux de victoire qui était si bas que ça. Elle était plutôt équilibrée à la limite du haut. Donc probablement que la Sista va revenir en force. Pour moi, il y a 2 factions qui profitent de buffs significatifs vraiment qui sont dans mon prisme de perception de jeu, c'est les Blood Angel et les Space Marines du Chaos. Alors, je commence par les Space Marines du Chaos. Ils ont perçu un très bon nouveau détachement. Maintenant, il faut voir si il se substitue aux autres très bons détachements que possédait déjà le Chaos Space Marines. Le Chaos Space Marines avait profité d'un très bon détachement qui était Creation of Bill, qui était cool et qui permettait vraiment un jeu agressif autour de certaines datasheets. Ces datasheets-là n'ont pas été nerfs. Moi, je pensais qu'elles prendraient un coup en points, ça n'a pas été le cas. Maintenant, le Creation of Bill, il a quand même des points de douleur et des points de friction qu'il n'est pas capable de résoudre dès qu'il se retrouve face à des armées qui sont capables de gérer les profils de possédés et de chosen. Donc c'est vraiment ça, hein, la clé du match, c'est est-ce que vous êtes capable d'encaisser les charges de chosen et de posséder ou pas. Je vous donne un exemple, par exemple, la création of Bill, elle rebondissait complètement contre les custodes en format Dreadnought avec le nouveau détachement, parce que la réduction de dégâts de 1 cumulée à la faible pénétration d'armure des possédés cumulée à la haute valeur de sauvegarde des custodes faisait que finalement la création de Bill ne passe pas le cap et n'est pas capable d'amener sa létalité. Et il y a d'autres armées sur lesquelles c'est plus problématique. Voilà. Mais du coup, Creation of Bill avait quand même de très bons atouts. Là maintenant, on est venu, je pense, amener des nouvelles entrées dans le codex avec les Lords Discordantes et Vashtor. J'ai eu l'occasion de jouer contre.
j'ai eu l'occasion de jouer contre, ces 2 datasheets sont très 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 bonnes. Déjà parce que vous pouvez mettre évidemment les marques du chaos sur vos entrées, et typiquement un Lord Discordant marqué de Slanesh, c'est un Lord Discordant qui advance et charge. Donc ça bouge à 14, ça advance d'un des 6 et ça charge. Donc c'est très très bon. Et donc c'est très appréciable. Donc le Lord Discordant, il a vraiment gagné en impact, en létalité. Et ça c'est fort. Surtout que son coût en points est très très abordable. Donc c'est je pense, dans les builds du chaos, une entrée que vous allez voir de manière très régulière. Sous quel format après à voir, mais je pense que vous allez vraiment le voir. Et c'est pareil, Vashtor, il est devenu absolument infâme avec l'augmentation de son nombre de dégâts sur son profil de swipe, qui, moi, quand j'ai eu l'occasion de l'affronter, il m'a fait pas moins de 16 blessures mortelles sur le roi silencieux, parce que, en fait, c'est stat, tout simplement. C'est purement stat, puisque le mec fait 14 attaques en swipe, et que, il va pouvoir, dans un certain détachement, faire des touches supplémentaires sur des 5 et des 6. Dans l'aura d'Abaddon, il va pouvoir reroller son jet de touche qui touche déjà à 2, et après sur du 4+, il vous met 2 BM. Donc moi j'ai eu le plaisir de me manger 16 BM dans le roi silencieux avec Vashtor. Je peux vous dire, ça m'a un peu piqué les yeux. Donc Vashtor excessivement fort, le Lord Discordant excessivement fort, le codex Chaos Space Marines a beaucoup d'atouts dans son sac, notamment un détachement, le détachement index qui est excellent, qui permet de fiabiliser énormément vos unités, avec le système de pacte qui vous permet de faire des touches critiques sur des 5 et des 6. Après, il y a d'autres très bons détachements. Le Renegade Raider est toujours très bon. Probablement que le Création of Bill est bon, mais je pense pas que ça change la tendance la tendance de ce gameplay. Mais en tout cas, le Chaos Space Marines, je pense qu'il y a de très fortes chances que vous le revoyez en tendance forte du jeu autour du détachement index, qui, je me rappelle plus du nom, je suis désolé. Mais qui risque très sérieusement de fiabiliser de bon nombre d'unités, que ce soit de tir de corps à corps. Et enfin, le gros buff significatif, c'est les Blood Angel. Les Blood Angel, c'était le gros discount pour les Blood Angel. Il y a énormément d'unités qui ont baissé de coût en points. En plus de ça, il y a des unités qui ont baissé en coût en points chez les Space Marines qui vont intéresser les Blood Angel, notamment les vétérans Vanguard en Jump Pack, qui passent à 190 points, les Digaté. Ça fait 20 PV de Space Marines en 1 vue à 4, qui sont capables de vous balancer 50 pralines, et en Blood Angel, en Libérator à ce groupe, bon la messe est dite, vous avez plus d'enforce, donc ils vont taper à force 7, et vous avez la capacité de leur mettre en plus la lance, donc c'est super cool. C'est super cool. En plus de ça, vous avez des datasheets qui étaient déjà bonnes et qui ont baissé en coût en points, notamment les Sanguinary Guard, notamment Dante, notamment Méphiston. Bref, vous allez avoir un petit peu comme la Death Guard, je pense, un problème, enfin on va avoir un sérieux problème de nombre d'unités sur la table par rapport à leur capacité de létalité. Et ça, j'ai l'impression que c'était déjà un problème sur l'index Blood Angel à l'époque. Pour l'avoir affronté plusieurs fois, je trouvais que le Blood Angel avait beaucoup d'unités capables de détruire beaucoup de choses sur la table, et ça crée un certain déséquilibre. J'ai l'impression que c'est la même chose pour la Death Guard. Les coups en points sont entre guillemets mal branlés, et j'ai l'impression que ça va être la même chose pour les Blood Angel. Donc on va se retrouver encore une fois avec un petit peu trop d'unités sur la table, et ça va être problématique. Voilà pour les grandes tendances. À ça, je rajouterai qu'on va avoir le Thousand Suns qui arrive en format codex, puisqu'au moment du classement précédent, il était en format index. Je pense que le Thousand Suns va s'intégrer dans un win rate relativement haut, parce qu'il est très fort, et encore une fois, il a des unités qui ont des coûts en points qui sont très bas, notamment les chèvres sur disque. J'ai nommé les Tsangor Unlighted, qui coûtent 80 points les 6. Donc en fait, vous allez dans toutes les armées, vous allez avoir des mecs pour 240 points qui alignent 18 figurines, soit 36 PV, qui sont capables d'amener du dégât 2, de la précision, du lethal hit. Enfin bref, bon, je passe là-dessus. Donc je pense qu'il y a encore là, on va subir un petit peu des erreurs d'équilibrage de coups en points, et j'ai bien peur que on se le coltine jusqu'à la prochaine data qui arrivera en septembre, soit dit en passant. Donc il va falloir jouer avec ces nouvelles tendances. Donc pour moi, les nouvelles tendances, elles vont s'orienter autour du Blood Angel, de la Death Guard. Essentiellement, ça m'apparaît
ça m'apparaît comme les deux prédateurs de la méta, je pense, sans parler du fait que les autres armées qui étaient très bonnes restent très bonnes. Allons savoir, pour moi, les points d'incertitude, c'est est-ce que le Space Marines du Chaos va briller avec ses nouvelles entrées? Est-ce que la Sista a été suffisamment buff pour rentrer dans le top? Est-ce que le Thousand Sound va être capable de générer suffisamment de BM pour éclater ce qui est dans le top? Là, ça va être le vrai débat au sujet de la prédation de la méta. Mais pour moi, je fixe déjà, vous avez le BA et la Death Guard. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dessus? Qu'est-ce que ça nous apprend finalement de la tendance de jeu qui arrive? Eh ben, une de vos principales menaces, c'est comme ça qu'il faut le voir, une de vos principales menaces en termes de jeu, ça sera du Space Marines via les Blood Angel ou via les Shrouds. Donc ça sera du Marines, de l'Endu A4, de PV, ou du Terminator avec le Marines Death Guard, il est quand même particulier parce que maintenant il est en du 6. Mais ce sera ce type de profil-là. Donc on va aller chercher, et vous allez aller chercher quand vous allez créer vos listes, la manière de gérer ça. Alors le Blue Angel en plus, il a une force, c'est qu'il a du jetpack. Là où le Death Guard, vous pouvez faire des cordons, vous pouvez l'empêcher d'arriver, vous pouvez le temporiser un petit peu. Le Blue Angel est plus difficile à temporiser. Donc le Blue Angel, si vous n'êtes pas capable de lui envoyer de la létalité dans le cornet, malheureusement, ça va être compliqué de les gérer. Donc, il va falloir aller chercher dans vos factions les outils pour pouvoir gérer ça. Et il y a plein de façons de le faire. Je vous ai parlé du move block, etc. Mais par des mécaniques défensives aussi, il y a quand même des lacunes. Hein. Je reprends le pack de vétérans Vanguard en jetpack qui sature énormément. Ça reste de la saturation 1 dégâts PA1. Donc finalement, quand vous tapez sur de la sauvegarde à 2 plus ou quand vous tapez sur de l'armure du mépris, vous faites que peu de dégâts. Voilà, donc il faudra être assez vigilant à ces nouvelles tendances de jeu là, mais ça me semble assez clair que la Death Guard, les Blood Angel vont être très forts. Le Thousand Sons, je mets une pièce dessus, à mon avis ça va cartonner. Les Chaos Space Marines, je pense aussi que ça va être très fort. L'Assista, je ne sais pas. Je pense que le Necron va rester bon. L'Ika, on va attendre le codex, mais en l'état, l'Ika est très bon. Et pour le reste, pas de gros mouvements. Donc le démon restera fort, le Custodes restera équilibré, et après il faudra faire quelques réajustements par rapport aux choses qui sont énoncées. L'autre point aussi d'incertitude, c'est le Tyrannide. Est-ce que le détachement Tyrannide va ramener de l'impact sur ce codex? Moi je pense que oui, après à voir, hein, ça reste de la théorie, mais j'ai vraiment le sentiment que le codex Tyrannide va un petit peu faire comme le Blood Angel finalement, être capable d'agresser très très vite votre adversaire avec des unités qui sont vraiment difficiles à gérer d'un point de vue défensif. Voilà, c'était le petit topo sur la méta, j'espère que ça vous a plu. Pensez à mettre le petit pouce bleu si c'est le cas, laissez le com, le partage, vous connaissez. Et on se retrouve très bientôt sur Creative Wargame pour de nouvelles vidéos. Petit crochetage de fan game, waouh, je sens qu'il est temps maintenant de raccrocher le micro. Ciao ciao les amis.